Bonsoir à toutes et à tous. Je vous propose de commencer puisqu'il est 19 heures. Nous avons donc jusqu'à 20 heures pour échanger. Pour cette dernière table ronde d'un programme très chargé et riche, nous allons donc imaginer ensemble, avec vous, avec la salle, l'avenir et nous interroger sur la connexion entre ville, territoire et technologie. Comment envisager les villes de demain? Quelles technologies leur apporter? À quel degré? Où mettre le curseur? Quelles sont les approches à prioriser entre la décarbonation, la multimodalité, l'intelligence artificielle, etc., etc. L'enjeu des villes interroge la question des territoires et réciproquement, je ferai deux petites remarques introductives. L'une pour dire que, par exemple, en France, nous avons aujourd'hui, à côté de l'Association des maires de France, pas moins de 3 associations qui s'intéressent aux villes. L'Association des petites villes de France, l'Association des villes de France, l'Association France urbaine, et sans compter les associations thématiques, villes de montagne, etc. Donc il y a des intérêts, des lobbies qui s'organisent et s'activent pour défendre en France tel ou tel modèle ou format de ville. Et ça, rien qu'en France. Donc ce qui montre la complexité, la diversité de ce sujet. Si l'on évoque maintenant la ville de demain, la ville du futur, plusieurs concepts peuvent nous revenir en mémoire. J'en citerai 3 ou 4. En France, le concept des villes nouvelles, qui a pris son essor dans les années 60 et 70, décidé de manière pyramidale par les pouvoirs publics, de manière administrative, pour faire rêver, pour décongestionner les agglomérations, pour installer de nouveaux modes de vie. Un autre thème en France, en Grande-Bretagne, notamment le concept des villes à la campagne, pour retrouver le bon air, pour décongestionner aussi les villes, qui étaient essentiellement beaucoup industrielles, avec des problèmes écologiques sans qu'on les identifie à l'époque. Et puis à l'étranger, dans des tas de pays, le concept de ville futuriste, qu'on a vu au Brésil avec Brasilia, et qu'on voit récemment avec des pays qui s'invitent dans le concert des nations, et pas simplement pour des raisons économiques, comme la Corée, l'Arabie Saoudite, où les États proposent de créer des villes futuristes à échéance de 2030-2040, et des projets parfois mort-nés ou qui ont des difficultés. Donc, tout ceci nous amène à nous poser des questions sur quel modèle d'organisation urbaine et des territoires, en fonction de quels nouveaux objectifs environnementaux de transport et correspondant aux aspirations des gens. D'un côté, il y a des mégalopoles, des villes comme Istanbul, d'autres des villes très contraintes par leurs frontières, comme Paris, comme Venise. Autre question, quelles frontières pour nos villes? Où s'arrête la densification des zones agricoles? Est-on voué à un continuum d'habitat entre ville et campagne au risque de faire disparaître la nature? Enfin, y a-t-il un ou plusieurs modèles urbains de développement urbain? Donc tous nos invités, nos 3 invités vont s'intéresser, je pense, répondre à une partie de ces questions, et vous aurez aussi à les relancer par vos questions. Je vous présente Pauline Elie, que vous connaissez pour ceux qui étaient là hier, qui est déjà intervenue en ouverture de ce printemps et qui est toujours là avec nous. Je vous rappelle qu'elle est conseillère éthique sur les données de santé au sein du département d'anesthésie et réanimation de l'hôpital Lariboisière. Les travaux de Pauline s'intéressent au respect des droits de la personne humaine dans le cadre de la médecine prédictive. Elle prépare actuellement 2 documents où elle va faire parler d'elle et elle va apporter beaucoup de matière. Elle vient de rédiger un article scientifique sur le jumeau numérique de la personne humaine. Et puis elle va bientôt publier les résultats de la consultation citoyenne locale menée sur les données de santé et la médecine prédictive. Devant vous, donc à votre gauche et à ma gauche, Pierre Larouille. Vous êtes économiste et psychosociologue. Vous avez mené une carrière dans les cabinets ministériels auprès d'un ministre de l'Éducation nationale, Alain Savary, d'un grand sportif, Roger Bambuc, au ministère des Sports. Vous êtes également fondateur d'une revue de psychanalyse. Vous êtes auteur de nombreux ouvrages et vous travaillez à présent sur la société numérique, ses conséquences psychosociologiques et politiques, et sur de nouveaux modèles d'intelligence spatiale et de développement territorial, ce qui nous amène vraiment directement à notre débat du moment. Enfin, à nos côtés et à votre gauche et à ma droite, à la droite de Pauline, Roland Cubin, qui est directeur des opérations de Groupama Immobilier. Il a la particularité, parmi je crois tous les invités de ce printemps, d'être habitant, d'être originaire par sa famille de Saint-Raphaël, donc il vient en voisin. Mais il œuvre depuis 20 ans très loin de Saint-Raphaël, dans des grandes agglomérations, la principale Paris et la banlieue ouest. Il a notamment dirigé les opérations de la Défense Arena, la plus grande salle couverte d'Europe.
mais aussi la tour The Link, le futur siège de Total Energy. Et puis, il travaille aussi sur le projet Le Chemin, qui vise à repenser l'aménagement global du quartier de la Défense vers l'avenue de la Grande Armée et les Champs-Élysées. Il nous en parlera en détail. Il a plein de choses à nous apprendre là-dessus. Donc, je donnerai la parole pour des propos liminaires à vous trois, et je commencerai justement par Pierre Larouille, peut-être pour fixer les idées. Comment redéfinir aujourd'hui la notion de territoire sur lequel vous avez travaillé? Comment allons-nous procéder demain pour reconstruire les territoires avec l'assentiment des populations? Vous avez quelques minutes, 7 minutes ou 8, pour nous en parler. Ça suffira, ce n'est pas un sujet très important. Merci d'abord à la mairie et à la revue de nous inviter à ces beaux débats qui ont été depuis hier extrêmement riches. Vous connaissez l'expression j'ai la réponse, mais à propos, c'est quoi la question? C'est un peu ce qui m'est venu. Alors, maintenant que j'ai la synthèse de Philippe Brillet, évidemment, c'est plus pareil, parce qu'il est brillant. Mais quand je vois territoire, ville, demain, et de plus, technologie, forcément, on est en droit de se poser quelques questions. D'abord, la première, ville. La ville, c'est la vie. Et c'est aussi la ville. C'est la ville et c'est les rapports de vie. Alors, déjà, ça pose une question, c'est la nuance qu'il y a entre la ville et le territoire. Comment on va juger, ça nous raconte quoi un territoire? C'est un amont de la ville. C'est quelque chose dans lequel on vit. Et ce quelque chose dans lequel on vit, ben c'est plein de choses. C'est notamment nos imaginaires, notre culture, nos subjectivités. Et puis c'est aussi nos rapports de vie, les communs, l'eau, l'électricité, la mobilité, enfin tout ce que vous connaissez et que notre ami tout à l'heure racontera bien mieux que moi. Si je dis ça, c'est parce que, surtout actuellement, je crois qu'on a intérêt à se poser, avant de rentrer dans les solutions, à se poser la question de la vie. Et notamment, depuis hier, j'entends parler de data, d'intelligence artificielle. Alors, comme moi-même, je m'y pense, ça me passionne, mais je voudrais savoir, ça raconte quoi, des data, des données, quand on parle du territoire, de la ville et de la vie. Mais vous voyez, c'est comme dans la vie. Les data, c'est une sorte de numéraire qui se balade et qui porte des choses très différentes. Ça porte des choses très objectives. Est-ce que j'ai un médecin à porter? Est-ce que je peux prendre le métro? Etc., etc. Vous connaissez tout ça. Mais c'est aussi des choses beaucoup plus diffuses, une sorte de liquide interstitiel qui circule dans cet espace, et vous le savez bien, qui raconte une autre histoire. Vous vous souvenez, il y a seulement 3 ans, subitement, il y a des gens qui sont sortis dans ces espaces, qui ont mis les gilets jaunes, et qui ont dit « Oh, vous ne nous voyez plus? Alors on va mettre des gilets jaunes, il faut nous voir. » Et tout ça, pourtant, nous, on ne le voyait plus. On ne le voyait plus parce qu'on a pris l'habitude de regarder des villes, des métropoles. Je constate à ce propos, et notamment le président de la République, qui parlait beaucoup de métropoles au début de son quinquennat, le second, en parle beaucoup moins. Il s'est aperçu qu'il existait d'autres personnes ailleurs qui racontaient notre histoire et qui se posaient des questions. Donc, premier sujet, simplement pour recadrer un tout petit peu, avant de passer aux villes, avant de passer aux data, avant de passer à demain, comment on fait là pour intégrer ces choses-là? Parce qu'il y a une chose, ça n'a pas dû vous échapper, dans le contexte dans lequel nous sommes, je vais l'appeler la grande mutation. La grande mutation, elle est due à 2 choses. Elle est due à ce que nous faisons depuis 2 jours. La révolution numérique, notamment, qui a changé la relation des gens à eux-mêmes et au collectif.
La deuxième chose, c'est que nous sommes confrontés à la crise écologique. Et les deux choses sont en train de remodeler la société et donc notre rapport à la vie. Par exemple, nous avions cette discussion, Philippe, hier soir. Je me souviens de l'ami Bernard Catla, quand il travaillait sur les sociostyles. C'était la grande époque, c'était pas il y a très longtemps, hein. C'était la grande époque où on se définissait dans la société par rapport à des critères un peu excitants de cette société. On voulait ressembler à des choses. On est passé des sociostyles au nombril-style. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il s'agit de faire, je veux tout, mais je veux ma différence. Et le collectif n'est plus pris que comme une agrégation de ces différences. Ça peut amener loin, parce qu'un ami psychanalyste avec beaucoup de finesse me disait « Trop de particuliers peut conduire au général ». Et donc, la société aujourd'hui, elle est un peu embêtante quand on se pose les questions d'aujourd'hui, parce qu'on se demande comment on fait pour prévoir des choses pour demain avec des gens qui sont en train de vous dire « et moi ?» et « mon moi ». Ce n'est pas forcément vrai d'ailleurs, parce qu'en réalité, ils veulent ressembler aux autres. Mais ce n'est pas ce qu'ils racontent. Ils veulent que leur spécificité soit prise en compte. Chacun a une sublime idée sur la vie. Donc nous sommes dans un contexte pour penser. Alors vous qui êtes investisseur dans la ville, j'imagine le poids que ça représente de pouvoir appréhender. C'est Gus qui, il y a 3 ans, disait « on fait des grands bureaux ». Ah bien, entre-temps, il y a une pandémie et maintenant on va être en télétravail. Avant, on disait la métropole, waouh, c'est super, et tout, comme dirait Carlos Moreno, tout en un quart d'heure. Super. Ah non, maintenant, on devient des urbains. Ça serait un peu plus chic si on avait quand même un peu de vache aussi, un petit coin de verdure. Donc il y a des désurbains. Les vaches, on les fait venir avec des œuvres d'art. Alors, à ce propos, je ne sais pas si vous avez cette expérience, c'est dommage que M. le maire ne soit pas là. Je regarde les statistiques sur ce qui s'est passé après le Covid. Et on me dit, finalement, les désurbains, ce n'est pas massif. Hein. Il n'y a pas beaucoup de monde qui est parti. Et dans mes modestes communes autour de Toulouse, je ne peux pas croiser un maire qui me dit, ça n'arrête pas d'affluer, je ne sais pas comment gérer. Il y a quelque part des chiffres qui ne doivent pas analyser ce qui se passe. Ou alors ils ne veulent pas le dire. Je ne sais pas, mais peut-être que toi tu le sais. Je suis trop long. Non, c'est très bien. Le et moi, il existait aussi dans les années 60, mais c'était par rapport aux centaines de millions de Chinois, je crois. C'est ça. Maintenant, on est carrément et moi. Donc, tout ça pour vous dire que quand on veut approcher, enfin, il me semble, hein, cette question du territoire, de la ville et a fortiori des technologies, il faut se poser cette question. Et comme vous l'avez compris, le rapport de gens, de nous tous, au collectif, à la décision, à l'organisation de notre espace, a changé. On n'a pas envie qu'on nous plaque des choses. Il y a des mecs super intelligents qui nous inventent les systèmes. Ouais, mais on n'en veut pas. Et c'est vachement bien le call center. Mais il n'y a pas une boutique où je peux aller discuter avec le mec qui veut vendre le smartphone qui ne marche pas? On fait tout ça. Hein, on a bien envie d'en choper en disant mais ça ne marche pas. On fait tous cette expérience. Mais l'idée, elle est géniale. Hein. Je me souviens, il y a 4 ans, on faisait le compteur Linky. J'avais discuté avec un de nos grands amis, Stéphane Rosès. Il s'en occupait. Il m'a dit, compteur Linky, super. Et on va économiser, les gens vont en profiter. Génial. Je lui ai dit, tu sais, Stéphane, tant que tu le présentes en public comme ça va marcher du feu de Dieu. Mais quand tu vas rentrer dans les appartements avec le compteur, ils vont te foutre à la porte. Elle dit, attends, et on s'appelle les 10. On a plein de pognon, on va communiquer, ça va marcher. Ça ne va pas marcher. Et c'est extraordinaire parce que maintenant on s'aperçoit en plus que le compteur Linky post-Covid, avec les crises de l'énergie, ça aurait dû marcher. Ah non, on s'aperçoit que dans l'autre sens, ça ne marchait pas. On ne pouvait pas le diriger nous-mêmes. Finalement, les gens qui ont foutu le compteur Linky à la porte avaient peut-être raison.
alors que c'est sûrement un très bon produit. Mais voyez, quand on n'intègre pas cette dimension subjective de l'état de l'opinion actuelle, eh bien on se rate. Alors je vais essayer d'en venir, parce que j'ai l'air d'être critique. Mais moi je travaille là-dessus. Sauf que moi je viens de l'autre monde. Je viens du monde des sciences humaines, de la psychanalyse, où on se dit les gens nous racontent ça, mais ce n'est pas parce qu'ils nous le racontent que c'est vrai. On a eu des exemples, beaucoup. Donc, je pense que si on veut revenir sur les deux choses, les deux journées là, si on veut s'occuper d'intelligence artificielle, si on veut s'occuper des data, et si réellement on veut que ça soit efficace et que ça reste dans un rapport équilibré entre la machine et l'humain, il y a un moment où il va falloir intégrer le subjectif et le comportemental dans les data. Et du coup, les data, ça ne sera pas forcément les mêmes. Elles ne seront pas lues pareil. Vous voulez que je vous prenne un exemple? Vous prenez une statistique. La consommation de viande baisse. OK? Mais c'est très intéressant de savoir si ça baisse pour des raisons de santé, pour des raisons idéologiques ou pour des raisons d'inflation. Ça a des conséquences énormes sur les méga-bassines et les types qui se foutent sur la gueule autour. Parce qu'on sait que si on baisse la consommation, enfin, vous connaissez le process. Donc vous voyez, une data, elle ne prend de sens que si on comprend les gens qui vous les racontent, okay, qui sont derrière. Merci Pierre. C'est trop long, hein? Non, vous reviendrez avec d'autres exemples. Pareil. Non, mais c'est, on pourrait vous écouter une heure. Vous avez été très patient, je sais, il est très constateur. Bon, j'arrête. Oui, passionnant. Autour de Pauline. Pauline, vous êtes intéressée à des capteurs de la Smart City et vous avez développé vos travaux de recherche sur l'instauration d'un crédit social dans l'Union européenne, notamment en Italie. Alors d'abord, qu'est-ce que et puis quels enseignements et que faut-il en penser d'après vous? Merci beaucoup, merci pour l'invitation ainsi que pour cette présentation, Philippe. Je vais en effet vous parler de Smart City, de crédit social et puis de villes potentiellement malades. Alors Smart City, Safe City, ces néologismes qui décrivent le développement urbain par les nouvelles technologies sont aujourd'hui nombreux. La Smart City, la ville intelligente, désigne la gestion de l'espace urbain, des flux de personnes, de marchandises, de transports, par le biais de capteurs qui sont embarqués sur des objets connectés. Carte à puce, téléphone, passe sanitaire, feu de circulation, vidéosurveillance, collecte des données traitées ensuite par des algorithmes, parfois référés en tant qu'intelligence artificielle, de leur capacité à analyser justement des quantités massives de données. La Smart City participe ainsi de l'Internet des objets et qui plus est de l'Internet des corps qui connecte le corps à Internet. Or, ces données peuvent être utilisées aussi à des fins sécuritaires. Nous pouvons penser aux dispositifs de surveillance mis en place dans la ville de Nice, par la reconnaissance faciale notamment, ou encore, plus récemment, à la vidéosurveillance qui repose sur l'intelligence artificielle que le gouvernement français projette de mettre en place pour les Jeux Olympiques. La Safe City, promue par exemple par le groupe Thales, décrirait le pendant sécuritaire, donc de la Smart City. Mais rappelons que safe provient du latin salvus, c'est-à-dire sauf, sauver en français. Smart ou safe, intelligente ou sûre, la ville et ses habitants en seront-ils mieux portants à l'aune des futurs développements, donc de cette numérisation de l'espace urbain? Car portant sur l'identité de la personne, l'intelligence artificielle et l'écologie, des évolutions normatives européennes, appuyées par des initiatives locales, font craindre en effet l'instauration d'un crédit social par le biais de la Smart City. Apparue en Chine, cette notation des citoyens, qui récompense donc les comportements jugés dignes de confiance et punit ceux qui seraient jugés indignes de confiance, s'immisce en Europe. Tout d'abord, 2 initiatives de crédit social pour vous répondre, Philippe, à Rome et à Bologne sont apparues depuis l'été 2022. Mais à la différence du système de crédit social chinois, ces 2 initiatives sont pour le moment incitatives purement et non punitives. Alors, Rome et Bologne proposent en effet à leurs citoyens des Smart Citizen Wallets. À Rome, il encourage, je cite, les comportements vertueux des usagers de la ville visant à améliorer la durabilité environnementale, sociale et économique en ligne avec les objectifs de l'agenda 2030 de l'ONU.
Pour le citoyen vertueux, des points sont convertis en récompenses, biens et ou services durables, offerts par la capitale de Rome et ses partenaires. À Bologne, l'initiative récompense ceux qui, par exemple, trient bien leurs déchets, utilisent les transports en commun ou ne prennent pas d'amende. De plus, en Union européenne, la Commission introduit d'une part donc, le concept de notation sociale dans son règlement sur l'intelligence artificielle et d'autre part, nous le verrons, un portefeuille d'identité numérique. Alors, si ce règlement sur l'intelligence artificielle entendait initialement interdire la notation sociale des citoyens, la rédaction du texte nous amène à une toute autre interprétation. Car si le principe de la mise sur le marché, la mise en service ou l'utilisation par les pouvoirs publics ou pour leur compte de ces systèmes de notation était par principe interdite, et est toujours par principe interdite, par exception, cette notation sociale est largement autorisée. Puisque le traitement, je cite à nouveau, préjudiciable, défavorable de certaines personnes physiques ou de groupes entiers de personnes physiques, est en effet proscrit dans certains cas de figure seulement. C'est-à-dire dans des contextes sociaux qui sont dissociés du contexte dans lequel les données ont été collectées ou générées à l'origine, ou si ce traitement est injustifié ou disproportionné par rapport au comportement social ou à la gravité de ce comportement. Autrement dit, juste, proportionnée et entreprise dans le contexte d'origine ou de génération des données, la notation sociale des personnes est autorisée. En outre, dans son discours sur l'Union européenne en 2020, la présidente de la Commission annonce la création d'une identité fiable que tout citoyen pourra utiliser partout en Europe pour n'importe quel usage, par exemple louer un vélo ou payer ses impôts. De ce portefeuille numérique d'identité, donc qui résulte de la révision du règlement EIDAS, il entend convaincre donc 80% des citoyens européens en 2030. Optionnel, il rendra possible l'authentification en ligne, par exemple sur les plateformes, mais également contiendra état civil, diplôme, informations financières ou données des entreprises. Alors, question, faut-il craindre l'instauration d'un crédit social en Union européenne et ou d'un portefeuille d'identité numérique si celui-ci est encadré? Alors, pour répondre à cette question, revenons sur les grandes étapes de la mise en place du crédit social, du système même de crédit social en Chine, qui alimente de nombreux fantasmes, il faut le dire, en Occident. Alors, en effet, à ses débuts, ce système n'était pas punitif, mais également incitatif et optionnel. Il reposait en effet sur la volonté du pouvoir chinois d'ouvrir son économie au monde. Et donc, pour ce faire, à partir des années 90, la population majoritairement rurale doit souscrire à des prêts financiers. L'Institut d'économie et de politique mondiale de l'Académie chinoise des sciences sociales lance alors en 1999 son projet vers un système national de gestion du crédit, qui s'inspire donc du credit scoring européen et américain. Et si l'expression crédit social apparaît pour la première fois en 2002 dans une allocution de Jiang Zemin, qui est secrétaire du Parti communiste, les expressions crédit social et crédit bancaire se confondent jusqu'en 2014 dans les discours du parti. Et à cette date, le Parti communiste chinois va donc poser les jalons de ce système par son schéma directeur pour la construction d'un système, cette fois-ci, de crédit social. Alors, au nom de la confiance, les personnes jugées peu fiables sont donc inscrites sur liste noire et voient leur liberté de se déplacer, de circuler, d'entreprendre ou même d'apprendre restreinte. Or, le crédit social chinois, loin d'être unifié sur le territoire, se déploie par des initiatives locales, variées et incitatives. Pour vous donner un exemple, dès 2015, plusieurs municipalités établissent des partenariats avec des entreprises locales. Et la plateforme Alibaba va introduire le crédit Sésame, qui est disponible à partir d'une application de paiement Alipay. Et Sésame va évaluer le risque des personnes, les risques de l'emprunteur, en lui attribuant une note fondée sur l'analyse de ses données personnelles et financières. Et donc l'emprunteur qui va rembourser à temps ses échéances de paiement ou qui va se procurer les biens et services qui sont mis en valeur par la plateforme d'Alipay va donc cumuler des points qui vont lui assurer des avantages lors de dépenses futures. Et en partenariat avec Alibaba, la ville de Hangzhou, par exemple, propose à ses habitants d'intégrer leur note Sésame sur leur carte municipale.
Or, en 2018, et c'est important de comprendre cela, seul un quart de la population chinoise est notée. Alors la Banque centrale, la même année, va donc fonder son propre système de notation sociale, qui s'appelle Baiyang. Et 2 ans plus tard, c'est ainsi 80% des territoires chinois, soit plus d'1 milliard de personnes, qui sont concernés par ces mesures diverses de notation sociale. Mais il n'existe pas aujourd'hui, pour chaque personne en Chine, de notes sociales attribuées par un système central. Ce ne sont que des mesures diverses. Cependant, par cette stratégie des petits pas, le crédit social conquiert donc territoire après territoire en s'adaptant aux usages des populations. Cela permet donc à la technologie qui sous-tend ce système d'avancer progressivement vers son unification sur les territoires. Alors, question qu'on peut se poser, existerait-il un bon crédit social porté par l'Union européenne, incitatif, éco-responsable, versus un mauvais crédit social chinois, seulement punitif ? Existerait-il une gentille Smart City versus une trouble Safe City ? En réalité, ces oppositions nourrissent la progression sur les territoires des technologies qui sous-tendent la notation des citoyens. Et si ces systèmes intelligents sont séduisants pour les décideurs publics et les arbitrages à court terme qu'ils doivent opérer, leur coût écologique à long terme est souvent minoré, tout comme les conséquences pour la santé publique. On peut penser ne serait-ce qu'à l'assèchement des points d'eau pour refroidir les serveurs et les implications que cela a sur la biodiversité. Aussi, qu'en est-il des conséquences démocratiques de ces technologies urbaines de contrôle social ? Et je termine juste. Merci Pauline. Je continue. Lorsque les citoyens donc, s'accoutument finalement à ces systèmes de notation sociale, que ce soit par chauffeur VTC, le livreur en ligne, etc., qu'est-ce qu'il reste finalement de la confiance, de la sincérité si l'on fait pour être vu ? Et enfin, puisque le crédit social s'instaure entre municipalités et entreprises pour éviter que la Smart City ou Safe City ne se transforme en Sick City, en ville malade et paranoïaque, cela suppose peut-être aujourd'hui de réinterroger la notion de convivialité sur nos territoires. Je vous remercie. Merci beaucoup Pauline. Autour de son voisin Roland Cubin. Alors vous êtes l'opérationnel, vraiment vous êtes l'investisseur et vous vous occupez de sujets formidables, les Champs-Élysées. Vous repensez les Champs-Élysées, l'avenue de la Grande Armée. Vous construisez des tours, peut-être les derniers tours aussi hautes qu'on verra de Paris. Vous nous le direz tout à l'heure. À la question ville de demain, comment on conçoit aujourd'hui une ville de demain ? Enfin... J'avais mis dans le texte que je participais, pas que je faisais tout, mais merci, merci Philippe. Juste, je voulais vous remercier d'être restés parce qu'on est tous passionnés par la ville, on y vit tous, enfin beaucoup d'entre nous. Donc vous avez raison d'être restés là après 19h et je vous en remercie. Je voulais remercier aussi Revue Politique et Parlementaire et la ville de Saint-Raphaël de nous avoir invités. Ça fait 20 ans que je suis le Raphaëlois qui est monté à Paris, donc là ça me fait plaisir. Je leur dis depuis 20 ans, c'est à Saint-Raphaël qu'on dessine la ville et les territoires de demain. Ils ne me croient pas, j'ai une preuve, je remonte avec. Merci maman de me prendre en photo. C'est ici que ça se passe. Bon, je vais essayer de continuer sur cette belle énergie pour dire ville et territoire de demain. Déjà, ville et territoire, il y a un S à ville et territoire, ça me fait plaisir parce qu'on me dit c'est quoi la ville de demain ? Non, la ville, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il y a les villes, elles ont leur singularité, leur particularité, leur culture, leur patrimoine, leur histoire, et c'est un groupe social, donc ça n'existe pas, les villes. La ville, c'est les villes et les territoires. Et demain, c'est aujourd'hui. Et je le dis avec sincérité, honnêteté, je le dis clairement, on a vécu une accélération totalement dingue. Totalement dingue. Depuis 2020, on n'a plus de modèle, on n'a plus de repères, on s'est chopé le Covid, il y a la guerre en Ukraine, il y a le télétravail, le rapport au travail a changé, le rapport aux autres a changé. Et Pierre l'a dit tout à l'heure, et je répondrai à la question sur le logement et la désurbanisation, bureau logement et désurbanisation, j'irai bien dans cette question, pas si simple que ça. Mais donc si je rétropédale un petit peu en arrière, demain c'est aujourd'hui, parce que l'urgence climatique est là. Et donc le tic-tac, croyez-le ou non, c'est vraiment maintenant. Et on n'est pas du tout dans un contrat social à l'échelle internationale. On a des pays développés, dont la France est peut-être un des premiers, en tout cas celui le plus avancé. Et puis de l'autre côté, on fait des stades qu'on climatise l'été, tout va bien, la planète est bien sauvegardée. Donc il y a cette espèce d'écart incroyable. Et je vais vous parler de 2 acronymes, ZAN et ZEN. Est-ce que si quelqu'un connaît, il peut lever la main ? Non ? Voilà, loi climat 2021, 0 artificialisation nette. Donc en gros, ça veut dire qu'on ne construit plus, qu'on n'artificialise plus, et qu'on doit, si on artificialise un endroit, en désartificialiser un autre. ZEN, 0 émission nette,
en gros, les gaz à effet de serre d'ici 2031, on divise par 2, 2050, il n'y en a plus. Nouveau monde. Donc en plus, on a des contraintes réglementaires dans un monde qui est plus cher, où les matières premières sont plus rares, et donc on se chope un nombre de contraintes absolument incroyable. Comment on dessine la ville de demain dans ce cadre-là? Parce que la ville de demain, elle doit rester belle. La beauté sauvera le monde. Elle doit rester désirable. Elle doit rester sociale. Il faut qu'on puisse continuer à travailler ensemble. Donc on a un schéma de contraintes absolument invraisemblable. Et il va falloir qu'on continue à avancer parce qu'on ne peut pas s'arrêter. On ne peut pas se dire on verra quand l'industrie aura trouvé les moyens de faire en sorte que zen et zan, tout va bien, ça se fait tout seul. Ça ne se fera pas tout seul. Si on met la machine industrielle à l'arrêt, on n'arrivera pas à faire les progrès technologiques, les progrès sociaux, parce que ce n'est pas que technologique, c'est aussi nous qui devons nous adapter à ce nouvel état des lieux. Donc comment on va pouvoir faire tout ça? Alors, je dis que la beauté sauvera le monde, je le répète, et je vais vous faire 2 exercices périlleux d'extrapolation. Alors ça, il ne faut jamais faire ça quand on veut rester crédible, surtout quand on est dans la finance, l'investissement, etc. Il faut être très sérieux. Bon, là, je vais m'y risquer un petit peu, parce qu'on peut voir les choses de 2 façons différentes. Je crois qu'on va piloter par la data les villes. C'est ce que je pense. Ça ne va pas se faire en 5 minutes. Ça va pas se faire en 5 minutes, mais prenons un exercice de style. Il y a un quartier où on pense qu'on peut faire quelque chose, on va y aller, qu'est-ce qu'on fait? On dessine une esquisse. On a des architectes pour ça, etc. Mais on se dit, bon, on va la numériser tout de suite, notre première esquisse, et puis on va voir si on a une communauté. Est-ce qu'on a une communauté qu'on arrive à fédérer? Donc on va aller voir le boulanger, on va aller voir le charcutier, on va voir le cafetier, on va aller voir les riverains, on va aller voir tous ceux qui sont à côté. On va leur dire, est-ce que vous êtes intéressés par ce projet? Parce que moi, je vais investir. Moi, je vais mettre de l'argent. Est-ce que vous n'avez pas envie de mettre un peu d'argent? Parce que quelque part, c'est chez vous. Et puis, je vais avoir un retour d'information qui n'a rien à voir. Puisque localement, on va me donner des informations sur le territoire qui m'intéresse, sur la zone qui m'intéresse. Ça a de la valeur. Donc, je suis prêt à me dire, faisons, alors je ne vais pas parler de SCPI et de tokenisation, mais si presque, tokenisons tout ça, donnons des jetons de gouvernance, ils ont le droit à voix au chapitre, donnons une valeur à tout ça, faisons ça ensemble, dessinons-le numériquement, et avant même que le projet soit construit, mettons-le dans un univers virtuel dans lequel à la fois les commerçants, à la fois les enseignes, à la fois les industriels vont déjà pouvoir échanger. Donc le territoire n'est pas encore fait, que déjà il existe. Et la concertation publique n'a plus rien à voir. C'est plus le 3e sous-sol de la mairie où on vient tirer des plans pour voir un petit peu ce qui se passe à côté de chez soi parce qu'on a envie de s'en plaindre, parce qu'en bon français on râle tout le temps et qu'on veut mettre un recours sur le permis de construire. C'est plus ça. C'est aujourd'hui, on vous met en 3D, vous voyez un casque virtuel, vous voyez ce qui va arriver et vous dites ça a du sens ou ça n'en a pas. Et vous êtes pour ou vous êtes contre, mais vous êtes participatif. Et il y a de la valeur pour vous. Et il y a des choses intéressantes autour de tout ça qui peuvent commencer à se créer. Donc vous pouvez imaginer ça sur un socle d'une ville qu'on aurait déjà numérisé, où finalement les données récupérées par la ville, le feu rouge qui ne marche pas, ou alors le tourne à droite qui n'est pas bien fonctionnel, le problème de trafic, tout ça c'est dans le même modèle, et finalement on vient agréger à la fois quoi? Un immeuble en devenir, ou un projet en devenir, la ville telle qu'elle est, et des expériences. Parce que dans un monde où il n'y a plus d'artificialisation des sols et on ne consomme plus de carbone, comment on recrée une expérience nouvelle? Comment on innove? Comment on continue à donner de l'attractivité et à donner envie, finalement? Ce ne sera pas tout numérique, parce que je ne crois pas au tout numérique. Mais c'est un des outils qu'on aura. Et vu le champ de contraintes, se priver d'un outil, c'est idiot. Il ne faut pas le faire. On prend tous les outils. Là, la bataille est engagée, il faut prendre tous les outils. Deuxième, et je vais prendre encore un peu de temps, Philippe. Et je m'en excuse, mais je vais le faire quand même. Deuxième orientation. Alors là, je rebondis sur la désurbanisation. Et tu as raison. On sort du Covid. Tous ceux qui n'avaient pas un accès à l'air libre ou un petit jardin, ils ont souffert. On revient avec un comment j'habite la nature. Et c'est une vraie question. Comment j'habite la nature? On a passé des siècles à se protéger de la nature, à se dire je me protège dans un logement, j'artificialise, je fais des routes. On a d'autres moyens aujourd'hui. Déjà, vous avez des VTT électriques, des vélos cargo, des mobilités urbaines qui n'ont plus rien à voir avec ce qui était avant. Est-ce qu'on s'est imaginé, je vais essayer de vous vendre un peu un rêve, vous avez une petite cabane en bois, avec du bois sur le côté, vous êtes bien isolé, vous avez un petit feu de cheminée, vous avez une vue sur la montagne, vous êtes en pleine nature, tout se passe très bien, bien isolé, vous avez quand même Netflix parce que vous êtes connecté, et qu'il ne faut pas déconner, vous avez votre casque de réalité virtuelle pour vous évader, mais vous êtes en totale symbiose avec la nature. Et finalement, c'est un modèle qui peut donner son appétence, son envie. On se dit, ah, bah, super, je vais dans la nature, je suis au calme, je respire bien, et ça j'ai vraiment envie d'y aller. J'ai envie d'y aller, mais est-ce que c'est un modèle pour 2 jours, un week-end, parce qu'on fait du écotourisme? C'est une semaine? C'est un mois? C'est 2 mois? Est-ce qu'on sait vivre comme ça? Et est-ce qu'on sait penser habiter dans la nature avec finalement une ville qui deviendrait un patrimoine carbone, puisqu'on investit du carbone?
On en a mis partout du carbone. On a construit. C'est 30% de la consommation du carbone, hein, mon métier. Donc et en ce moment, je coule 240 000 m3 pour la tour la plus haute de France. Bon, ça me donne un petit peu de responsabilité, comme tu disais tout à l'heure. J'ai un peu de poids sur les épaules. Parce qu'en plus, ça va durer 100 ans, 200 ans, 300 ans, il ne faut pas se tromper. Je reviens un petit peu en arrière. Est-ce que ce modèle-là peut être théorisé, conceptualisé? Est-ce qu'on sait se dire, on met le patrimoine, on le gèle, et finalement, on va habiter autrement, et on va finalement travailler peut-être de façon prédictive? Mais là, je suis plutôt dans ton terrain. Et je vais finir là, parce que Philippe s'agite légèrement, mais gentiment, mais il me le fait comprendre. C'est simplement de se dire que les deux extrapolations que je viens de faire, c'est pas la réalité du quotidien. C'est pas mon quotidien. Quand je dis que je participe au comité des champs, donc à travers le comité des Champs-Élysées, il y a une initiative publique-privée, et ce mot-là, public-privé, vous allez continuer à l'entendre, pour accélérer. C'est-à-dire que les privés ont capacité à faire accélérer un mouvement qui doit se faire ensemble. Le public et le privé ne doivent pas s'opposer, on peut travailler ensemble. C'est le cas sur à la fois les Champs-Élysées, sur la Grande Armée, sur la Défense. C'est pas d'un côté et de l'autre, c'est ensemble pour accélérer. Parce qu'on a un problème administratif majeur, la commande publique est trop lente. Et que dès qu'un politique met une position, il y a un antagonisme, il y a une opposition quelque part, donc la position, elle est compliquée. Quand c'est un institutionnel dont c'est le métier et qui fait ça de façon professionnelle, on n'est plus là pour prendre des positions. On regarde de quoi on a besoin, ce qu'il faut faire, on le propose et on essaie de trouver un modèle économique une fois qu'on s'est rendu compte que ce qu'on faisait a du sens. Je vais m'arrêter là, mais je suis prêt à répondre à toutes les questions. Tout à fait. Et je traiterai le logement en bureau. Merci beaucoup. Je prolongerai avec Pierre. Je le relancerai sur comment intégrer la vie des gens. Parce qu'il y a des tas de projets et les gens ont envie de s'exprimer. Alors, il y a des grandes villes qui instituent des comités de quartier qui sont plus ou moins associés. Il y a des projets de consultation. Il y a eu des projets de référendum. Est-ce que c'est une voie à suivre ou pas? Ou est-ce qu'il y a des limites à ce système? Ça existe très bien en Suisse, ça existe moins bien en France. On l'a vu avec Notre-Dame-des-Landes, où les contours du périmètre du territoire étaient obscurs. Bon, comment résoudre ce problème? Comment voyez-vous cet aspect? Quand je discute avec mes amis psychanalystes, ils me disent, quand quelqu'un vient sur le divan, il me raconte une histoire, en règle générale, c'est pas la bonne. Mais il n'y a pas de raison. Pour le reste, c'est pareil. C'est très difficile de saisir l'état de l'opinion. En tout cas par les méthodes du verbalisé. Alors ça en fait partie. Je dirais que c'est la limite du participatif. Alors, pour le coup, revenons à nos discussions sur les datas. Mais les datas, elles nous racontent plein de choses. Regardez, quand vous faites un tweet et qu'il est relayé, subitement, on vous dit l'état de l'opinion, parce qu'il y a une viralité de temps, l'état de l'opinion, on entend ça tous les soirs. Hein. C'est une foutaise. C'est une foutaise parce que la viralité, quand elle est quantitative et horizontale, c'est simplement parce que les gens font des hashtags et se servent de gens qui eux-mêmes relaient le truc. Ça ne veut pas dire que ça fait du sens au bout. Ce qu'il y a d'intéressant, par exemple, dans un tweet, si on veut comprendre, par exemple, un chef d'entreprise qui se retrouve face à un tweet subi où il se dit « est-ce que ça va impacter mon entreprise ou pas ?» et de quelle manière. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est de voir comment bouge le champ sémantique au fil des jours. Vous êtes parti et on disait blanc, est-ce que le lendemain, les gens vont dire, en accélérant, blanc et un peu gris? Ou est-ce qu'ils vont dire chemise? Ce n'est pas du tout la même chose. Et si vous étudiez cette progression sémantique, non plus dans une viralité de masse et horizontale, mais si vous regardez comment bouge le langage, je vous assure, on peut faire des choses assez stupéfiantes. On peut par exemple comprendre comment un homme politique qui fait un tweet, on le lit, on se dit, il s'est vraiment planté ou il fait exprès? Eh bien, si on anticipe un tout petit peu en gommant ce qu'il pourrait faire, si on comprend comment va bouger le champ sémantique, et si on le vérifie, croyez-moi, on a la réponse. Alors, je ne citerai pas de cas, mais on en a vu ces derniers temps et on les repère bien. C'est très, très, très intéressant. Alors, pourquoi je dis ça? C'est qu'il faut arriver à marier trois choses différentes dans les datas. Vous avez les plus classiques, massives,
allez, les statistiques, le revenu, l'habitat. Très bien. Ensuite, vous avez des comportements. Tout ça, finalement, on arrive à peu près bien à le saisir. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est de le croiser avec quelque chose de beaucoup plus sioux, qui est justement ce champ sémantique. Il faut arriver à nouer ces trois choses et à en faire des marqueurs. C'est-à-dire, on se dit, ce type-là, il mange moins de viande parce que c'est un idéologue, qu'il fait partie de gens qui ont un ressentiment culturel, qu'il va devenir forcément de plus en plus écolo et que donc il va refuser les méga-bassines. Vous voyez le contour? Apparemment, ça paraît stupide. Mais quand vous voudrez faire de l'IA derrière, c'est très important que vous intégriez la donnée consommation de viande avec cette explication subjective-là. Si vous n'avez pas cette découpe, vous ne saisissez rien. Et là, on est en train de travailler très concrètement avec IBM sur ce sujet. C'est complexe, hein, même eux, ça les secoue. Et c'est pour ça qu'ils aiment ça, d'ailleurs. Parce qu'effectivement, ils le savent. Ce qui caractérise l'écosystème actuel, c'est que vous ne pouvez pas lever le moindre petit caillou sans qu'un conflit entre les parties prenantes, un conflit d'usage, naisse immédiatement. Donc nous devons proposer des territoires qui soient en même temps effectivement projectifs, mais en intégrant ces tendances-là, et qui soient cohésifs. Parce que si les gens résistent et ne sont pas d'accord, on ne va pas y arriver. Je finis là-dessus, regardez l'exemple aujourd'hui et la vitesse à laquelle ça va, le problème de l'eau. Moi, je ne vais pas dire de vérité comme ça, mais vous vous rendez compte de ce qui va se passer, ne serait-ce qu'au plan symbolique. Comment on va interdire à un paysan d'arroser son champ et qu'il y a un golfe à côté? Peut-être que le golfe, en réalité, ne gaspille pas d'eau, mais sur l'image, ça sera terrible. Donc si on n'a pas trouvé un chemin critique de la médiation, avec des données qui soient nourries par les sentiments des gens, par la symbolisation qu'ils en font, et par des données objectives, on va vers des graves conflits d'usage et on va paralyser la société. C'est pour ça que je t'admire d'anticiper la file de demain. Merci, voilà, merci Pierre. Pauline, comment vous réagissez à l'approche de Pierre et ces marqueurs numériques? Comment vous voyez ça d'un point de vue marchandisation, les risques, et comment anticiper les excès peut-être de ce marquage? Je trouve que l'approche effectivement de Pierre qui vise à remettre en contexte les données d'un point de vue sémantique aussi par le langage et les contextes d'usage donc est absolument nécessaire, importante si l'on veut pouvoir travailler sur les données de manière intelligente, je crois. Ensuite, je pense que les usages en matière de données doivent s'accompagner. Moi, je ne suis pas contre la Smart City. D'ailleurs, je trouve que ces positions, souvent pour ou contre, sont très manichéennes et donc assez factices. Et je crois que ce genre de développement numérique doivent plutôt s'accompagner de conditions pour que leur développement soit le plus éthique possible, dans le respect des droits des personnes, effectivement, de la vie privée, du secret médical, par exemple, pour sa déclinaison, etc. Oui, je veux bien oui, rebondir. Allez-y. La Smart City, c'est pas mon ami en ce moment. Comment dire ça? Je trouve que le fait de faire des suringénieries de villes où on viendrait gérer des réseaux, quelque chose vraiment de très ingénieur, déjà, il faut des gens derrière la machine qui pilotent ça bien. Déjà, c'est déjà compliqué dans un bâtiment de trouver ça. Mais l'interconnexion, je veux dire, pour moi, le sujet il est plus de la low-tech. C'est comment on arrive à abaisser les besoins, comment on arrive à être frugal, comment on arrive à ne pas avoir besoin de dépenser avant même de se poser d'autres questions. Donc tout le côté low-tech, tout l'abaissement finalement du niveau technologique pour être la juste technologie. C'est pas de technologie ou trop de technologie, c'est la juste technologie. Là, c'est quoi un immeuble de bureau? Un immeuble de bureau, c'est, on se dit, faut tirer des rallonges pour les PC. Donc comme il y a des rallonges, faut pas les voir, faut mettre un faux plancher. Puis comme on veut pas qu'il y ait plus de 24 degrés jamais dans l'année, bah, faut mettre de la clim. Puis une fois qu'on a mis de la clim, il faut mettre des plafonds pour cacher la clim. Enfin, on rentre dans une spirale qui ne va pas. La question, c'est est-ce qu'on est capable d'accepter que 12 jours par an, 20 jours par an, il fait trop chaud, que quand on est dans une salle de réunion, plutôt que d'avoir une sonde de CO2 qui va chercher la CTA qui vous envoie de l'air, on ouvre la fenêtre. C'est ce genre de changement dont on doit parler. C'est ça qui va faire la différence. C'est pas le fait qu'on vienne interconnecter et remettre encore des infrastructures qui ont un coût d'énergie pas possible, du coût carbone. Donc moi, je suis un peu...
je me dis contre, mais c'est simplement pour exprimer un peu un point de vue et animer l'attention à 19h30 ou 19h45. Mais réellement, le low-tech et les changements d'usage, c'est notre priorité. Comment on fait pour faire adhérer ce changement de mentalité? Et j'en profiterai, et tu m'en voudras pas, nous on a fait une pub qui est l'immeuble le plus nul de France. Moi j'étais contre. Mon directeur général m'a dit non, il faut faire ça. Nul, ça veut dire zéro émission, zéro dépense superflue, zéro climatisation. On va vendre du nul et on va l'afficher. Je dis non, mais il faut pas faire ça, Eric. On va faire ça, tout le monde va se moquer de nous. Non, tu verras, on en parlera. On le fait. Ça marche. Médiatiquement, tout le monde m'en parle. Donc là, il n'y a pas une semaine quand on est entre professionnels, là, mais quand vous êtes dans l'immobilier et que vous dites nul, parce que vous parlez de la crédibilité, c'est un mot, il faut savoir l'employer. Tous les industriels peuvent se le mesurer. Et derrière, il dit quoi? Notre client va chercher un fou. Je dis, non, Eric, on a déjà mis des nuls, on va pas mettre des fous dans un truc nul. Bon, non, des fous, parce que à se dire, je vais changer ma structure, je vais changer ma société, et je vais dire à mes collaborateurs, vous allez ouvrir la fenêtre, vous aurez un peu chaud l'été, et on va changer ensemble. Ça, pour moi, c'est le futur et c'est une vision de la ville, de la transformation de la ville et des territoires de Merci Roland. Alors préparez vos questions, un quart d'heure pour poser vos questions de la salle, mais juste 3 minutes, un petit entracte détente avec l'entracte sur l'exemple le off d'Avignon par Pierre. Là, on va se détendre. Mais préparez vos questions. J'ai la chance d'avoir une compagne qui est orthophoniste et qui donc a une curiosité sémantique forte et qui me faisait remarquer, oui, mais tu réfléchis à tout ça, mais regarde, Festival off d'Avignon, tu te rends compte du nombre de choses que racontent ces gens? Alors ça m'a intrigué, elle m'a aidé. Figurez-vous qu'on a fait une étude textométrique de tous les pitchs, de toutes les pièces du Off d'Avignon depuis 10 ans. Il y a 1500 pièces par an. C'est une mine. C'est comme le grand débat. C'est comme le grand débat. Oui, sauf que dans le grand débat, on parle du sujet. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'entendre des gens qui ne me parlent pas du sujet, mais dont je comprends de quoi ils parlent. Vous ne pouvez pas savoir, par exemple, la mutation, on ne va pas le faire ce soir, la mutation lexicale, le rapport au collectif. Bref, plein de choses qui ont complètement bougé en 10 ans. C'est plus les mêmes pièces. Un exemple ou deux, là, rapidement. Ça a été publié ou pas? C'est accessible? Non. Non, pour l'instant, je le garde pour moi, ça fait partie de nos études. Mais un exemple concret, drôle. Il y a 10 ans, le conflit, la dénonciation était très importante. Aujourd'hui, le sujet, c'est moi, mon noyau familial éventuellement, et tout ce qui fait obstacle au fait que je veux avoir droit demain à faire ça. Et donc tout ce qui me gêne, c'est définitivement mon sujet. Et c'est pour ça que, par exemple, le handicap est un sujet très important pour eux. Parce que le handicap, c'est la même chose. C'est quelque chose qui vient faire obstacle. Et donc, c'est un handicap au sens large qui va du handicap physique jusqu'à la moindre gêne sociale. Merci Pierre. Qui veut poser une question? Et moi, là aussi. Et votre question? Oui. J'aimerais savoir un petit peu plus ce que vous pensez sur la ville du quart d'heure. Et pouvez-vous réexpliquer le concept? Je n'ai pas compris si vous étiez hostile ou si vous pensiez que c'était pas assez. Comme chez l'ami de Carlos Moreno, je ne peux pas être hostile. C'est le quart d'heure d'Anne Hidalgo, la maire, oui, Carlos Moreno qui a inspiré la maire de Paris. Oui, je pense que c'est une très belle idée. Je la trouve très techno. Et je trouve que justement, elle est en train de tomber par le fait de l'évolution de la société. Je pense qu'elle se distend. D'abord, c'est quelque chose qui était pensé très métropole, très fonctionnel, très technique. Je vous le redis, on pourra tout faire. Ils font des choses formidables. Mais moi, tant que je ne sais pas ce que ressentent vraiment les gens, je fais gaffe. Oui, mais il y a un moment où il faut décider. Absolument. De la part d'un maire, des pouvoirs publics. Eh bien, c'est très exactement. L'aménagement du territoire, ça ne veut plus rien dire? Au contraire. Il n'y a plus de ministère de l'aménagement du territoire? Au contraire. L'aménagement du territoire augmenté, c'est d'utiliser un outil de décision de l'IA qui sera nourri par des datas dans lesquelles on aura introduit le subjectif. Tant qu'on n'aura pas ça, on arrivera à des conflits d'usage. Une autre question. Oui, allez-y, monsieur, madame.
Bonsoir, bonsoir à tous. Vous vous présentez Max Boyer, je suis élu à Saint-Raphaël, mais je n'interviens pas en tant qu'élu, j'interviens en tant que simple citoyen. Je trouve que tout ce que vous dites est très intéressant. Par contre, que faire par rapport aux quartiers difficiles, qui sont de véritables pandémoniums dans certaines villes, pour ne pas dire dans beaucoup de villes, ça vous n'en avez pas parlé, et comment prendre en compte ce problème de façon systémique par rapport à l'ensemble de la population et instaurer un système de régulation. Vous avez parlé de comportement vertueux, il y a certains quartiers où ce n'est même pas la peine d'évaluer. Très juste, on a l'impression que toutes ces analyses, toute cette approche... Quelle solution proposeriez-vous à cette situation, sachant que c'est une situation qui n'est pas exceptionnelle puisqu'elle est fréquente dans beaucoup de villes? Qui veut répondre, Pauline? Oui, je veux bien. Merci beaucoup pour cette question. Alors, pour clarifier peut-être mon propos, si ça n'était pas clair auparavant, moi, je ne suis pas pour que l'on note les personnes entre entreprises et État sur leur comportement. Je pense qu'on avance là vers une forme de libéralisme autoritaire qui a été par ailleurs très bien décrit les décennies précédentes. Je pense qu'effectivement, à l'aune de ces quartiers qui sont plus difficiles, pour avoir été moi-même professeure enseignante de mathématiques en zone d'éducation prioritaire, donc à Vitry-sur-Seine. Il y avait des impacts de balles quand je passais en bus sur certains murs, etc. Ce sont des quartiers qui sont bien souvent des enclaves. Et si on pouvait par ailleurs y amener plus de culture, plus d'activités sportives, etc., j'en reviens à l'idée de convivialité, je crois qu'on éviterait en fait tous ces problèmes d'altérité, de problèmes de rapport à l'autre et d'opposition et donc de colère qui résulte à mon sens de l'enclave. Merci. Oui. Tout ça, on l'a déjà essayé. Oui. Vous citez les zones d'éducation prioritaire. Il se trouve que moi aussi j'ai l'expérience des zones d'éducation prioritaire. Je connais un petit peu. On a fait tout ça. Néanmoins, il n'en reste pas moins qu'il y a des réseaux mafieux qui drainent énormément d'argent. Et on ne se limite pas à l'autre d'une réalité de conflit, etc. On se limite à un problème de et de personnes qui vraiment gangrènent certains quartiers et les transforment en pandémonium. Comment régler le problème? Alors, si je puis me permettre, quelles sont les actions que vous avez mises en place pour introduire plus de culture et de sport? On en parlera peut-être après le débat. Un mot sur ce point de Pierre. Simplement, je suis d'accord, c'est très difficile ce que vous dites, monsieur. C'est pour ça que je pense qu'avant de parler des solutions, je pense qu'il est utile d'essayer d'aller fouiller plus avant. Par exemple, dans votre dialogue, on parle de quartiers difficiles. On a déjà dit quelque chose. Vous voyez, moi, je vois apparaître, je découvre que vous savez très bien que dans ces quartiers, il y a des problèmes de ressentiment identitaire. Eh bien, l'autre jour, dans les Black Blocs qui étaient dans les conflits que nous avons vus, il y a une partie de ces gens-là qui maintenant se disent racisés et qui sont dans le ressentiment culturel et plus dans le ressentiment identitaire. Donc vous voyez, tous ces mouvements psychologiques, ces mouvements lexicaux, ça paraît très loin, ça paraît fumeux. Mais je pense que si on ne commence pas à essayer de segmenter, de comprendre cette sociologie, on a du mal à trouver les solutions. Parce que vous avez raison, vous avez tout essayé, j'en suis sûr. Les zones d'éducation prioritaire, je les connais bien, puisqu'on les a créées avec Alain Savary en 82. Et je comprends très bien ces difficultés. Mais je vous assure l'intérêt à recomprendre ces choses-là d'amont. Une dernière question avant le mot de la fin de chacun des intervenants. Une question. Oui. Une question pour qui, plutôt? Oui, c'est général. Hein. Oui. Pardonnez-moi si je vais un peu être décapant. Décapé. Mais c'est un peu volontaire. Hein. Je ne suis pas très vieux, mais je suis sans doute un peu... Je restais jeune plus longtemps que beaucoup d'entre nous. Hein. Être vieux, ça ne veut rien dire. Hein. Mais moi, je me souviens, je ne peux pas oublier ma vie dans un village. Ma vie dans un village, c'était quelque chose que... Je vous encourage, ceux qui veulent construire la ville de demain, je vous encourage à regarder ce qui se faisait dans le passé et puis à essayer de comprendre pourquoi que les problèmes que l'on trouve dans les villes d'aujourd'hui, ils n'existaient pas dans les villages d'autrefois et dans les petites villes d'autrefois. Je vous explique, moi étant jeune, eh ben, si le dimanche je n'allais pas à la messe, le lundi mes parents le savaient. Alors pourquoi qu'ils le savaient? C'est que dans un village, tout le monde se connaît. Tout le monde se parle et puis tout le monde se surveille.
Et les enfants, bah, c'est comme ça qu'on a été élevés pour être corrects. Une question plus précise, peut-être? Bah, une question plus précise, c'est que j'ai bien peur, quand je vous entends vouloir imaginer les villes de demain avec brasser des datas, surveiller les gens, leur donner des notes, mais pour moi, c'est une hérésie. Parce que je vous donne un exemple. Entre un criminel et puis un malfaiteur qui ne fait que tromper les gens pour les exploiter, pour les voler, vous allez me dire que le plus dangereux des deux, c'est le criminel. Mais le criminel, il ne tue quelqu'un qu'une seule fois. Ça peut être un geste de folie, mais il a commis un acte odieux. Par contre, le malfaiteur qui ne fait que... Je vous remercie, monsieur. Alors, chacun des intervenants va vous répondre, et ça va être le mot... vous interpellez tous les intervenants, donc ils vont répondre, et ça sera leur conclusion. Roland. Donc, si c'est ma conclusion, je vais m'appliquer. J'ai envie de vous raconter quelque chose sur la Défense. Je revenais d'un voyage en montagne. Et donc, je me retrouve dans un gîte. Et avec, finalement, c'était dans les Pyrénées. Et je vois beaucoup de personnes qui montaient. Je ne me suis jamais posé la question de mon sac à dos, est-ce qu'on allait me le voler? J'ai eu des problèmes avec personne. J'étais dans une notion d'effort et de contact avec la nature. Vous prenez des campings, les campings c'est pareil. Vous allez au camping, vous posez vos affaires, vous ne vous posez pas de questions. C'est quoi ces états d'esprit? C'est l'état d'esprit que vous reflétez du village, finalement, des gens qui arrivent à vivre ensemble. C'est comment on reproduit du vivre ensemble. Alors je suis content que vous ne m'ayez pas posé la question tout à l'heure parce que me fait trembler cette question des quartiers difficiles, c'est quoi l'aménagement? Parce que les solutions, je pense qu'il n'y en a pas une, il y en a 100 à mettre en œuvre en même temps, ça va être long et ça va être dur. Donc je ne sais pas vous répondre et donc j'en profitais par voie détournée. Mais donc je repose la question et quasiment à chacun d'entre vous de se reposer la question, pourquoi quand on est dans un gîte, pourquoi quand on est dans un camping, pourquoi quand on est dans des lieux où on est un peu hors du temps, il y a ces types de comportements et comment on les retrouve. Et quand je parlais de la cabane dans les bois où on se retrouve en masse dans ces états d'esprit, c'est un peu le génie du lieu que j'aimerais retrouver. C'est très dur, ça ne se fabrique pas, c'est pas spontané et on ne se dit pas bah tiens on va redonner cet état d'esprit parce qu'on va construire comme ça. Mais on peut y concourir et c'est sûr que si on ne vit pas dans le beau, et quand je dis la beauté sauvera le monde, je ne le dis pas, c'est pas de la blague. Hein. Si c'est beau, si on est bien, à côté de chez moi, il y a plusieurs cités qui sont au pied des bois. Ils ont la plus belle vue de ma ville. Ben, je peux vous dire que celle-là, ça se passe plutôt bien. Et ils sont plein dans les bois, dans le côté nature. Enfin, c'est ma réponse. Je peux pas faire. La beauté, c'est quand même toujours relatif. Hein. Enfin, on peut objecter. La beauté, la convivialité et le village de Pauline, peut-être. Et un mot de conclusion sur le village, peut-être. Oui, alors j'ai eu l'occasion de vivre dans un village de 3600 habitants pendant longtemps. Et je dois dire que c'était un temps un petit peu particulier venant de Paris, etc., où on est toujours regardé aussi comme l'étranger sorti d'eux. Mais en revanche, j'ai énormément apprécié le fait que cette logique du soin, du care, c'est-à-dire que on fait attention à qui est son voisin. Alors ça peut parfois être un peu intrusif comme logique, ça fait peur. Mais en revanche, les vertus sont là in fine. Et c'est cette idée de convivialité sur laquelle je concluais tout à l'heure, sur laquelle j'aimerais également revenir à présent, que je trouve centrale. Et si l'on pouvait avoir dans une ville presque des petits villages avec ces logiques, ce serait pour moi magnifique. Pierre, un mot de conclusion? J'ai envie de dire à la revue et à la mairie, continuez, parce que là, on effleure à peine les sujets. Mais plus sérieusement, il y a une chose qui je comprends la vie avant dans les villages, tout ça, ça raconte beaucoup de choses. Le problème, c'est que nous avons ouvert, c'est par ça que j'ai commencé, une boîte de Pandore qui est que puisque chacun aujourd'hui se sent plus autorisé qu'avant, quand il rate, il se retourne contre lui-même et plus contre quelqu'un. C'est pour ça qu'il n'y a plus de projet collectif. Il y a un projet, vous voyez, c'est le développement du développement personnel, de toutes les médecines parallèles, de la psy. Les gens sont en désaffection d'eux-mêmes. Et le problème, c'est que comme c'est insupportable, ils désaffectent d'autres. Alors on appelle ça les élites, enfin, tout ce qui nous empêche, tout ce qui fait obstacle. La question, c'est que finalement, et on en revient effectivement à comment faire au commun, c'est cette question justement qu'aura à traiter l'IA. Je vais finir par une citation de Jacques Lacan, qui disait « Mais dans ce que vous faites, c'est tellement puissant, il y a tout, mais pas tout. » Et ce pas tout, c'est ce petit truc de la spécificité humaine qui échappe au tout, qui fait limite
et qui permettra au tout de trouver toute sa puissance tout en restant dans une société à peu près de cohésion. Merci beaucoup Pierre, bravo pour cette conclusion. Merci à toutes et à tous. J'invite un instant à rester attentif pour deux petites interventions de Patrick Tivolier et de Arnaud Benedetti, fondateur de la revue politique et parlementaire qui est partenaire de cet événement et son rédacteur en chef. Oui, juste quelques mots d'abord pour remercier et féliciter chacun ici de son courage d'avoir tenu toute la journée, pour ceux qui sont là depuis le début. Bon, j'espère que ça vous a intéressé. On a vu pas mal de gens sortir de la pièce et qui disaient qu'ils étaient contents. Alors, je voudrais rassurer Pierre tout de suite. C'est le premier numéro et il y en aura d'autres. Le maire l'a annoncé ici. Voilà. Arnaud, qui va prendre la parole dans quelques minutes, me disait qu'il était en mesure de faire encore mieux l'année prochaine pour la constitution des plateaux. Donc nous aurons l'occasion de le vérifier. Ça va être difficile, la barre est très haute. Mais j'en suis déjà sûr. Voilà, non, ce que je voudrais surtout ce soir, d'habitude je remercie le maire parce qu'effectivement il faut quand même qu'il y ait une décision qui soit prise. Donc la décision est prise. Comme il n'est pas là, on le dira tout à l'heure peut-être. Mais ce que je voudrais particulièrement faire ce soir, c'est remercier les équipes. Alors d'abord les équipes de la revue. Alors Arnaud, je viens de le citer, c'est lui qui compose tous ces plateaux, c'est lui qui est le principal animateur de la revue, donc je tiens à le féliciter puisqu'il reste des traces de tout ce que nous faisons ici ce soir. Je voudrais aussi évidemment remercier Florence, Eva, je ne sais pas si elles sont encore là. Non, elles ne sont pas loin, elles sont pas loin. Et puis pour ce qui concerne les équipes de la mairie, je voudrais vraiment citer les corps de métier, c'est-à-dire il y a les chauffeurs, il y a les équipes, il y a Théo évidemment, le directeur de cabinet, il y a les élus qui nous donnent un coup de main, il y a les hôtesses, il y a ce sont des dizaines de personnes en fait qui nous aident beaucoup et qui sont mis gracieusement à notre disposition. Voilà, alors il n'en reste plus beaucoup ce soir, mais que ceux qui sont présents le disent à leurs amis et à leurs confrères. Voilà, merci à tous. C'est bon. Je ferai très vite. D'abord pour... Alors allez-y. Alors les captations ont été faites. Je sais que les captations ont été faites et elles seront à disposition sur le site de la revue politique et parlementaire, entre autres. Donc vous les trouverez, il n'y a aucun souci là-dessus. Et alors j'imagine aussi de la mairie, je ne m'engage pas pour la mairie, je m'engage pour la revue politique et parlementaire. En tout cas pour la revue politique et parlementaire, ça je peux vous l'assurer. Juste quelques mots pour compléter ce que vient de dire Patrick. Évidemment, d'abord remercier toutes celles et tous ceux qui ont participé à l'organisation de cet événement. Les équipes de la revue, ça a été dit, les équipes de la mairie, ça a été dit. Je veux remercier nos partenaires également lors de cet événement, nos partenaires médias, Terre TV qui a produit un certain nombre de vidéos, Sciences et Avenir avec Dominique Leglu, la directrice de Sciences et Avenir et de la recherche qui est partenaire de cet événement. Accuracy également qui nous a aidé à monter cet événement et évidemment la mairie de Saint-Raphaël. Quelques mots, pour qu'un événement soit réussi, il faut qu'il y ait une programmation. La qualité de la programmation, ce sont ces intervenants. Vous avez eu des intervenants qui ont une capacité d'analyse qui est, je crois, largement démontrée, des intervenants qui ont des points de vue différents. Et ça, c'est extrêmement important. Et je crois que la diversité des points de vue et la diversité des analyses fait la richesse des débats. Ça vaut pour, évidemment, cet événement et ça vaut également pour l'événement que l'on organise en septembre, la Cité des débats, dont j'annonce d'ailleurs la prochaine édition au mois de septembre, le 29, le 30 septembre et le 1er octobre, ici à Saint-Raphaël. Et puis, évidemment, il faut des partenaires, je l'ai dit, ça c'est un point important. Et puis, ce qui était le plus important pour nous, parce qu'on avait un petit doute en lançant cet événement dans les conditions où on l'a lancé, c'est qu'il y ait un public. Et je dois dire que le rush surprise de cet événement, c'est que dans ce week-end pascal, nous avons eu le droit à un public, et un public intéressé par une question, la question de la technologie et de la société, la question de la technologie et du politique. Moi, je retiens 3 enseignements, et je conclurai là-dessus. Premier enseignement, il faut que ces questions-là soit traitée au sein de la cité et soit à nouveau mise en débat
parce que c'est ce qui permettra, je pense, de lutter de la manière la plus efficace contre un certain nombre de peurs et d'appréhensions. C'est absolument essentiel, je crois, et c'est capital. Pourquoi? Parce qu'il y a là, deuxièmement, des enjeux qui sont des enjeux, on a parlé d'enjeux de souveraineté, mais surtout aussi des enjeux d'acceptabilité. Et je crois que durant toute cette journée, ce sont bien ces sujets-là que nous avons abordés. Troisième point, parce qu'on est une revue politique et parlementaire, et je n'oublie pas quelle est notre origine, il faut évidemment que les politiques se ressaisissent de manière peut-être plus dense qu'ils ne le font aujourd'hui de ces sujets, non pas forcément pour intervenir à tout bout de champ, mais surtout pour renouer un dialogue qui a été un peu perdu. Moi, c'est ce que j'ai entendu quand même dans la bouche d'un certain nombre d'anciens, notamment dirigeants,